Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retail Squad. Retail Squad est le podcast dédié aux personnalités du retail d'aujourd'hui et de demain. Je suis Laurent Simonin, cofondateur et CEO de Smart Traffic. Pour ce nouvel épisode de Retail Squad, nous recevons Christophe Mathéus, dirigeant et cofondateur du réseau de salles de fitness Magic Form. Bonjour Christophe, alors aujourd'hui tu vas pouvoir nous raconter un peu ton parcours, qui tu es et nous en dire un peu plus sur ta vision de ce que tu imagines le fitness de demain. D'accord, bonjour Laurent. Donc je me présente, effectivement, je m'appelle Christophe Mathéus, j'ai 51 ans et je suis le fondateur du groupe de salles de sport Magic Form qui existe depuis 17 ans. Donc aujourd'hui c'est une enseigne qui se déploie sur une soixantaine de sites sur toute la France, de Toulon, en passant par Bordeaux, Dijon, et essentiellement en région parisienne. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et surtout d'où t'est venue cette idée de te lancer dans la création et dans l'animation d'un réseau de salles de fitness? Alors en fait c'est vraiment le hasard pur, hein. Je suis assez franc. À la base c'est un job d'étudiant. J'ai 17 ans, je cherche du travail, je suis un mec un peu bosseur. Je fais des petits jobs, je ramasse les feuilles mortes dans les jardins, je distribue des flyers. Et un jour, la salle de ma ville cherche des étudiants comme moi pour faire des opérations portes ouvertes le week-end. Donc je postule, on me prend évidemment. Et le premier week-end, donc ça se passait le week-end, samedi, dimanche, je m'aperçois qu'en fait c'est une activité assez sympa et assez payante puisque en 2 jours mon premier salaire, c'est 5 000 francs à l'époque, qui correspond à ce moment-là à un mois de SMIC. Et donc, j'ai commencé tout à fait par hasard. Donc, je me suis fait une réputation en tant que vendeur, entre guillemets, bon. On commence à m'appeler dans plusieurs sites, puisque l'enseigne, à l'époque, qui s'appelait Gymnasium, avait environ 70 unités en France. Donc, on m'appelle un peu partout. Et au fur et à mesure, un gérant de salle s'intéresse à moi. On est en 1993 et là, on me propose un poste de vendeur. C'est mon premier CDI, donc en juillet 93. Donc, je démarre vendeur, je fais mes preuves, je vends bien. Et au bout d'1 an et demi, finalement, on me propose un poste de directeur d'exploitation. Donc, à l'époque, c'était un petit peu différent qu'aujourd'hui. Un directeur d'exploitation de salle, c'était une grosse machine, hein. C'était une salle avec piscine, sauna, hammam, jacuzzi. C'était environ 30 salariés à gérer, donc j'avais 21 ans à ce moment-là. J'étais le plus jeune directeur du réseau de France et j'avais notamment le club le plus fort en termes de chiffre d'affaires. Donc j'étais le plus jeune avec le club numéro 1 du groupe. Et là, ça a duré 4-5 ans. Donc je me retrouve directeur d'exploitation. L'enseigne, je commence à mal m'entendre avec la direction, donc je décide de partir en 98. Et j'intègre une enseigne qui s'appelle à l'époque Sealing. Donc c'est des centres d'amincissement. C'est des centres esthétiques, mais plutôt basés sur l'amincissement. Et là, je développe la marque. J'ouvre 21 instituts en France. Donc c'est à peu près le même modèle économique, c'est la même démarche commerciale, la même approche. Les techniques de vente que j'ai appris au gymnasium, c'est valable pour l'institut. L'enseigne disparaît par accident, mal géré à l'époque par la personne. Et je me retrouve à ce moment-là, et c'est mon premier statut d'entrepreneur. Donc, je deviens consultant multimarque pour les enseignes de salles de fitness et de sport. Et j'ai un rôle, en fait, de conseil. Et mon rôle principal, c'est d'élever les chiffres d'affaires de ces salles. Donc, j'avais des missions qui étaient d'une semaine, voire jusqu'à 2 ans de mission. Donc, j'avais Moving, notamment, en tant que client. Et là, encore une fois, le hasard, je rencontre quelqu'un qui a une salle qui est, à la base, le propriétaire de la marque Magic Form, qui a 2 salles, qui m'emploie en tant que consultant. Et là, j'ai eu l'occasion, à ce moment-là, d'élaborer un concept qui n'existait pas. Et je suis franc, j'élabore un concept qui n'existe pas. Je décide de tester. Je suis rassuré parce que je suis pas le gérant. Donc pour moi, c'est si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je prends pas de risque. Et il s'avère que à ce moment-là, on explose le chiffre d'affaires. Et là, je crée la surprise en région parisienne, en tous les cas. Ma méthode fonctionne, le mode de commercialisation d'abonnement fonctionne, puisqu'à l'époque, l'abonnement tel qu'il est aujourd'hui par prélèvement n'existe pas. Hein. C'est un abonnement sur 1 an ou 2 ans, payable au comptant, voire avec une société de financement comme Financo. C'est assez étrange maintenant lorsqu'on en parle. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui commence à se développer grâce à ma méthode. Et c'est une méthode qui commence à intéresser d'autres salles de sport.
On se développe avec Didier Launay, toujours sous sa coupelle, et un jour, effectivement, ça commence à grossir, et cette personne n'a pas cet esprit-là de grossir, etc. Donc, il décide à ce moment-là de me vendre 2 clubs en indépendant. Donc, alors je rachète effectivement 2 clubs en crédit vendeur. Donc, à cette époque-là, j'ai pas un sou, hein. Donc, et en 2009, il décide de me vendre la marque. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à décider de créer un développement autour de la marque. Donc, premier salon de la franchise en 2010. À cette époque-là, il y avait 5-6 clubs Magic Farm ouverts. Et ensuite, l'histoire, c'est qu'on a ouvert 10-15 clubs par an. Merci Christophe. Christophe, est-ce que tu peux me résumer en quelques mots quel était le concept que tu as testé sur cette première enseigne, cette première salle de l'enseigne Magic Farm? Oui, alors clairement, ce qui existait, c'était, comme je le disais, des abonnements sur 2 ans, 1 an, financés par un paiement en chèque, voire par financement, un crédit à la consommation. Ça, c'était l'abonnement de sport d'hier. Et effectivement, moi, j'ai mis en avant un prélèvement sans société de financement, un prélèvement de compte à compte, ce qui n'existait pas à ce moment-là dans le milieu du fitness. Donc, c'était vraiment une nouveauté. Alors, c'était aussi une mensualité un peu moins chère, puisque à l'époque, un abonnement de sport, c'était entre 60 et 80 euros par mois. Et là, je propose un abonnement à 29 euros. Et d'ailleurs, un des des slogans de l'époque, c'était fini les clubs chers. J'affichais ce slogan-là puisque c'était vraiment innovant. Donc si je résume, c'est ce premier changement que tu as insufflé quand tu as voulu faire ce test dans cette salle Magic Form correspond, on est en 2006, ce test finalement amène les premiers changements qui vont ensuite se généraliser dans l'univers du fitness. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après 2006 finalement? Alors, en fait, c'était pas un objectif à la base. J'ai une opportunité, j'ai un savoir-faire, c'est ma culture du chiffre. Je sais vendre de l'abonnement cher ou pas cher d'ailleurs. Et effectivement, lui, il affichait déjà un prix peu élevé pour un club de petite qualité. Et c'est là où j'ai eu l'idée, effectivement, de révolutionner le fitness en apportant cette mensualité de 29 euros avec du prélèvement en direct sans passer par une société de financement. Alors, il faut savoir qu'il y a eu une crise du fitness en 2002, ça a explosé, les salons fermés. Et là, c'est le début effectivement d'une nouvelle ère, parce qu'aujourd'hui encore en 2023, vous avez des concurrents qui appliquent la même stratégie, la mensualité à 29 euros. Donc c'est équivalent à ce qu'on a mis en avant nous en 2006. Donc ça fait 17 ans que je pense que le marché s'est consolidé autour de ce mode de commercialisation. Donc au final, tu révolutionnes à ce moment-là l'accessibilité à la salle de fitness, puisque j'imagine qu'en termes de services proposés, il n'y a pas encore de bouleversement à ce moment-là. Alors si, il y en a un notamment, puisque de mon expérience, j'ai éliminé tout ce qui était problématique dans une salle de sport. Alors tout ce qui est zone humide, donc j'ai supprimé les piscines, le hammam, le sauna, le jacuzzi. Donc c'était cher à mettre en place, à entretenir. Et 2, il y avait toujours un problème. Vous avez toujours un client qui est pas content parce que le sauna il est trop chaud, celui d'après il est trop froid. Donc j'ai supprimé potentiellement tous les problèmes à venir et en simplifiant le fitness à sa simple valeur, c'est-à-dire le cardio training, la musculation et les cours collectifs. Donc Christophe, toi qui es, on peut dire, après toutes ces années, un spécialiste de la remise en forme et donc du fitness, on va utiliser ce terme-là en termes génériques. Quelles sont tes observations sur les changements de mode de vie et de mode de consommation de cette activité de remise en forme? Alors, il y en a une très importante qui est générée par l'arrivée du Covid, où là, effectivement, ça a mis une gifle à l'activité, mais ça a permis aux gens de s'adapter autrement. Donc, et c'est un peu la difficulté de notre activité, c'est que il faut savoir que nous avons été fermés 11 mois fermes, sans activité, et forcément, les adhérents ont dû trouver des moyens de faire du sport, puisqu'à ce moment-là, ils sont enfermés, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a eu deux périodes de Covid, une période avec enfermement et l'autre non. Et donc, les gens se sont habitués, sont tournés vers le digital, donc des cours collectifs en live, vers le coaching individuel, c'est-à-dire qu'ils font venir le coach à la maison ou le coach en salle. Donc, à ce moment-là, les gens ont pris des habitudes qui fait que notre activité après Covid n'est pas revenue à la normale, puisque les gens sont encore en train de... alors, ça va changer, puisque faire du sport devant une télé, c'est pas gagné. Il faut vraiment avoir un mental d'acier. Donc, les gens commencent à revenir quand même, parce que faire du sport, il faut l'environnement pour. À la maison, c'est pas l'idéal. C'était un bon moyen de faire du sport pendant le Covid, mais ça va pas durer. Ceci étant, les salles aujourd'hui
ont adapté leurs produits en proposant une offre vers le digital, aujourd'hui vous avez des salles qui proposent des cours collectifs sur place, mais aussi en virtuel. Et d'ailleurs, je précise, nous pendant le Covid, on a mis en place des coachs en ligne et on assurait des cours collectifs pour nos adhérents qui a remporté un vif succès. On avait des 400 personnes en live à suivre le cours alors qu'on les a pas en salle physiquement. Donc effectivement, le virage aujourd'hui, ça a été ça. Il y a une étude qui a été faite juste après le Covid, qui a démontré aussi que le client maintenant mettait en priorité le bien-être également. Donc ça, c'est écrit noir sur blanc, c'est presque en haut de la liste. Donc effectivement, on essaie d'adapter. Et c'est un petit peu mon travail aujourd'hui, c'est de trouver un outil qui permet d'apporter de la détente, du bien-être au client. Et quel est l'impact des réseaux sociaux sur cet univers de la remise en forme et du fitness? On voit qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes, notamment, sont très attachés à l'image et à ce qu'ils représentent sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous en tirez quelque part les bénéfices? Et si oui, est-ce que vous êtes amené à modifier un peu les services que vous proposez? Alors très clairement, c'est une réalité ça. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, via les émissions de télé-réalité, génèrent en fait un intérêt chez les jeunes et les plus en plus jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des jeunes de 14 ans qui veulent s'abonner. C'est pas une clientèle forcément, et d'ailleurs on la prenait pas puisque 14 ans, c'est quelqu'un en pleine croissance, donc c'est un petit peu particulier en termes de suivi. Mais aujourd'hui, on nous laisse pas le choix, ils nous imposent. Donc effectivement, la télé-réalité, le physique, les réseaux sociaux, ça rajeunit cette clientèle. Donc nous, à Magic Form, on a créé un abonnement jeune, ce qu'on n'avait jamais fait. Donc un abonnement jeune, c'est un abonnement jusqu'à 20 ans, à un prix réduit. Donc on s'adapte à cette particularité. Mais ces jeunes-là vont demander plus de musculation. Pour résumer, en 2006, les cours collectifs sont bien mis en avant par rapport à la musculation. On a des petites salles de musculation avec des poids et des haltères qui dépassaient pas 30 kilos par haltère. Aujourd'hui, on est obligé de fournir une salle de musculation avec des haltères allant jusqu'à 50 kilos, ce qui est énorme. Mais aujourd'hui, en fait, les salles de musculation se remplissent beaucoup plus par les jeunes et, petit détail, par les femmes. Il y a quelques années, il y a encore 10 ans, la femme n'était pas dans la salle de musculation. Ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui. On la retrouve en plein dedans, quoi. C'est comme un homme à l'époque, elle s'entraîne en muscu pur, quoi. Donc ça, c'est des créneaux qui doivent nous intéresser puisque il faut ouvrir ce marché-là. Et donc, il faut adapter la salle de musculation. Avant, c'était le côté un petit peu fonte, même si la salle est un peu dégueu, c'est pas grave, ils sont là pour pousser. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait un cadre, un univers qui puisse correspondre à cette clientèle-là. Ouais, c'est intéressant. D'ailleurs, je me souviens d'une époque où ça rejoint ce que tu disais, où effectivement, dans les salles de fitness, on essayait de contenir un peu cet univers très masculin, très fonte. On la cachait même. Voire parfois elle était cachée, tout à fait. Donc là, aujourd'hui, ce que tu dis, c'est qu'il y a un espèce d'inversement où j'aimais bien l'expression que tu as utilisée. Est-ce que ça veut dire que les salles de cours diminuent en taille au profit de plus d'espace musculation? Exactement ça. Et nous, c'est un sujet qui date de 2-3 jours. J'ai 2 clubs où la salle de cours fait 250 mètres carrés. Ça ne sert plus à rien en fait. En réalité, il faut que j'agrandisse mes salles de musculation. Il faut que je double mes postes de travail en musculation. Je garde toujours le cours collectif puisque c'est un petit peu l'ADN de Magic Form. Pourquoi? Parce que les enseignes aujourd'hui, comme Fitness Park, Basic Fit, ont éliminé tout ce qui était cours collectif, sont en train d'éliminer, tu parlais tout à l'heure de quel est le tournant du fitness. C'est pas le mien en tous les cas, mais les clubs aujourd'hui qui ouvrent, ils éliminent tout ce qui est humain. Et moi, je vais à l'inverse de ça. Au contraire, pour moi, c'est un atout. Je garde l'humain puisque je suis pratiquement le seul à pouvoir proposer des cours collectifs. Aujourd'hui, tu vas à Fitness Park, c'est des cours collectifs via une télé à l'accueil, il y a plus personne, le gars il s'inscrit, il pousse mais sans conseil d'un professeur diplômé d'État. Nous on n'est pas dans cette vision-là du fitness à venir, mais c'est un modèle économique qui existe. Donc si je résume, ce que tu mets en avant, c'est finalement 2 philosophies. Il y a les acteurs qui produisent du fitness en libre service. Et puis une autre partie dont Magic Form est, qui vont aller plus sur du sur-mesure.
Oui, alors le sur-mesure et l'humain en fait, et on a fait une étude en termes d'identité de marque, et ce qui est ressorti, c'est effectivement ce côté familial, convivial de la marque qui fait qu'on va attirer monsieur, madame, tout le monde, une clientèle plus jeune, parce qu'effectivement la clientèle très jeune est très attirée aussi par les salles où il n'y a pas forcément de profs, donc son besoin premier c'est de pousser ou de faire l'activité. Et nous, on va étendre notre clientèle avec monsieur et madame tout le monde. On pousse même vers le sport santé. Donc, et là, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Pourquoi? Puisque le gouvernement s'y intéresse, met des choses à disposition, des aides. Il y a déjà des abonnements qui peuvent être remboursés par la sécurité sociale. Donc, il y aura un marché. Alors, il faut pas qu'il arrive trop vite, puisque j'ai pas envie de transformer mon métier en lunetier, enfin, je sais pas ce qu'on appelle ça, qui paye, aujourd'hui, un opticien, il vend ses lunettes, c'est remboursé par la sécurité sociale. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a plein d'opticiens qui s'ouvrent les uns à côté des autres. Donc, le risque pour notre activité, c'est que ça devienne, ça pourrait attirer des nouvelles personnes, parce qu'il y a cette opportunité-là. Après, j'imagine que si effectivement, et moi je pense que ça va arriver, si cette notion de sport santé et de prise en charge plus globale par l'État, notamment par rapport à des pathologies bien définies, problèmes cardiaques, etc., obésité, cholestérol, diabète, est-ce que tu penses qu'il y aura malgré tout un cadre qui servira les enseignes qui ont misé sur le sur-mesure, sur plus d'accompagnement? Là aujourd'hui, le label sport santé existe. C'est très cadré, hein. Effectivement, la liste pour avoir ce label-là, c'est un vrai label. C'est pas c'est pas un slogan. Il y a vraiment le cahier des charges est assez lourd. Donc on peut être sport santé. Alors là, si on prend le label, il faut vraiment respecter les règles, avoir les profs avec le diplôme qui va. En revanche, on peut avoir une activité portée sur le sport santé sans le label. C'est ce que je fais en quelque sorte, hein. Lorsque j'abonne une personne, elle rencontre un prof qui va lui faire un bilan, qui va lui faire un bilan corporel via une machine qui s'appelle Tanita, un programme personnalisé. Il peut s'adapter à toute pathologie finalement. Donc aujourd'hui, j'attire cette clientèle-là en tous les cas. Quelle est ta vision à court, moyen terme, donc on va dire entre 2 et 5 ans, de l'évolution du secteur du fitness? Comment tu vois ce marché dans 2, 3 ou 4 ans? C'est un marché qui devient très difficile parce qu'il est très concurrentiel. On a des acteurs qui viennent de Hollande, qui viennent d'Allemagne, qui lèvent des fonds. Je prends l'exemple de Basic Fit qui a levé 500 millions d'euros, qui ouvre 1000 clubs presque par an. Non, peut-être pas par an, mais ils sont à combien? Ils font 200, 300 clubs par an. Ils ont la volonté d'écraser le marché français parce qu'ils l'ont déjà fait en Belgique. Ils ont écrasé considérablement le marché belge. Ils veulent le faire en France. Donc effectivement, l'évolution, elle viendra parce qu'il faut s'adapter à ses clients et il faut se battre. Aujourd'hui, il faut avoir un centre de qualité, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il y ait de l'espace. Voilà, on peut pas se moquer des gens. Là, on est obligé de produire de la qualité, ce qui fait que mécaniquement, ça va faire évoluer le fitness en bien pour tout le monde, mais aujourd'hui l'indépendant, voilà, il faut qu'il soit fort pour surmonter ce marché. Et ce que je voulais dire, tu parlais de 2-3 ans, bah déjà on va essayer de surmonter cette crise qui a été le Covid, puisque nous sommes en 2023, les premiers clubs ferment actuellement, hein, puisque le Covid a dégradé notre activité. En fait, historiquement, voilà ce qui s'est passé exactement. Il y a le Covid, on ferme 11 mois. On réouvre de manière dégradée. Le pass sanitaire apparaît. Ce qui a provoqué en fait un ralentissement de l'inscription puisque les gens ne veulent pas, à ce moment-là, présenter un pass sanitaire pour faire du sport. Après le pass sanitaire, eh bien, on a l'inflation, l'Ukraine et enfin l'électricité, le coût de l'électricité qui explose. Il faut savoir aujourd'hui que certains clubs survivaient et avec l'arrivée de la hausse des prix d'électricité, des clubs ferment à cause du montant de la facture EDF. Donc c'est le cas, hein, notamment dans mon réseau, j'ai un club clairement qui a fermé puisque sa facture elle est passée de 1 000 euros par mois à 10 000 euros par mois. Une facture d'électricité qui est plus élevée qu'un loyer, c'est
considérable et c'est pour une activité, c'est impossible. Donc, l'objectif dans 2-3 ans, c'est déjà de dépasser cette crise puisque je pense que ça va être dur toute l'année 2023 et pour tout le monde, toute enseigne confondue. En 2024, je pense que les gens, voilà, vont reprendre l'habitude de revenir, vont lâcher un petit peu ces cours en live ou à la maison. Et ensuite, effectivement, on va devoir se réfléchir à apporter ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être un peu plus de bien-être. Et d'ailleurs, j'ai commencé moi à développer, à chercher des outils. Et là, pour l'instant, j'ai mis en place ce qu'on appelle des lounges d'hydromassage. Donc, c'est un endroit où vous vous installez, vous êtes massé par de l'eau à haute pression. Donc, c'est un rendu qui est équivalent à un massage humain, on va dire. Et là, pendant 10 minutes, la personne, après le sport, peut se faire un massage pour se relaxer ou pour récupérer. Bon, j'ai démarré déjà cette réflexion via le bien-être. Mais il y a d'autres secteurs qui m'intéressent. Ça fait quelques années que je m'intéresse à l'enfant. Et j'ai créé les Magic Kids. Et aujourd'hui, je pense que l'enseigne Magic Farm est la seule enseigne à proposer de l'activité fitness pour les enfants. Et ça fait quelques années. Et pour l'histoire, donc j'ai 3 filles. Bon, une qui est déjà très grande, qui a déjà fait sa vie sportive, mais j'ai notamment sa sœur cadette qui a démarré cette activité en tant que Magic Kid et qui aujourd'hui, elle a 17 ans, complètement indépendante au niveau sportif. C'est-à-dire qu'elle gère son activité sportive comme si c'était un besoin, une habitude. Comme voilà, en fait, c'est la problématique en France, c'est qu'on a pas assez de cours d'EPS à l'école, comme dans les pays anglo-saxons où là, ils font du sport tous les jours. Nous, c'est 2 heures d'EPS par semaine, donc c'est complètement insuffisant et c'est pour ça que la France affiche des taux d'obésité infantile très élevés qui battent des records. Donc oui, ça m'intéresse de peut-être changer ça et je peux le dire, j'ai fait le test avec un de mes enfants et ça marche. C'est-à-dire que elle connaît le sport, c'est comme l'anglais. Hein, on a toujours dit que lorsqu'on parle anglais à ses enfants tôt, ils deviennent bilingues. Et là, c'est pareil. En fait, elle a appris à faire du sport tôt et aujourd'hui, elle fait du sport parce que ça rentre dans son quotidien. Donc, c'est pour moi une réussite. Donc, il y a cette partie là que j'aimerais encore développer un peu plus, le sport pour les enfants. Et donc, ça tombe bien. En plus, ils sont de plus en plus intéressés. Et par rapport aux seniors, parce que on est un pays qui est en train de vieillir mécaniquement, donc il y a de plus en plus de seniors. Moi, quand je parle de seniors, c'est 55 voire 60 et plus. C'est nous, quoi. C'est toi et moi, effectivement. Oui, donc les seniors, est-ce que là aussi, ça fait partie de la stratégie ? Alors, effectivement, mécaniquement, effectivement, je suis plutôt du genre à essayer d'étendre ma clientèle. Et donc, effectivement, si je peux prendre les jeunes, les seniors, effectivement, je suis plutôt dans une démarche de commerçant. Et donc, je dirais que Magic Farm, aujourd'hui, avec son suivi, avec son programme, ce qu'on a vu, attire forcément les seniors, puisque on a besoin de les suivre. C'est un peu plus dangereux. Il faut pas faire de faux mouvements. Ils sont pas là pour se développer musculairement, mais ils sont là pour s'entretenir et vieillir bien. Mais oui, je pense que il faut les accompagner et on a ce qu'il faut pour. On a les outils et surtout, comment dire, cet esprit-là d'accompagner les seniors. Mais j'ai envie de dire, quelqu'un qui n'a jamais fait de sport à 30 ans a les mêmes besoins qu'un senior en fait. Hein. Au niveau du format de la salle, comment tu vois l'évolution justement de ces formats de salle ? On a parlé de Basic Fit, donc c'est en général des grandes salles, plus de 1000 mètres carrés ou proches. Et puis ensuite, il y a des réseaux comme celui de Magic Form où on est sur de la taille intermédiaire, 500 mètres carrés jusqu'à 1000. Tu penses que c'est des formats qui vont perdurer ou est-ce qu'il va y avoir là aussi un changement ? Alors, tu connais très bien le marché puisqu'effectivement c'est un vrai sujet puisque nous à l'époque le format de base c'était 500 mètres carrés, on a des clubs qui font jusqu'à 2000 mètres carrés, mais aujourd'hui on a des acteurs qui, et là c'est un peu je dirais une dinguerie puisque c'est celui à qui ouvrira le plus grand club. Donc j'ai des enseignes qui ouvrent du 3000 mètres carrés à Paris, boulevard Voltaire. J'ai une enseigne qui ouvre avenue de Flandre, qui va ouvrir un club de 5000 mètres carrés. On a le John Reed à Levallois qui fait 3000 mètres carrés. Alors en effet, j'ai l'impression que là, il y a une, il y a un paradoxe. Il y a une concurrence, non, c'est à celui qui ouvrira le plus grand. Donc, alors pour moi, j'estime que il y a peut-être une petite erreur parce qu'il faut amortir. Hein. Plus c'est grand, plus ça coûte cher en travaux. Plus c'est cher à chauffer, etc. Et
il y a de plus en plus de concurrents. Je veux dire, une ville a double pas de population comme ça en fait. Donc moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a un peu d'euphorie à ce niveau-là, et je pense qu'ils vont se rendre compte que c'est quand même compliqué d'amortir ce genre de club, et on va revenir à un format qui va être standard dans les 1000 mètres carrés. Effectivement, à 500 mètres carrés, c'est des clubs qui sont obsolètes aujourd'hui, même s'il y en a encore qui tiennent. Hein. Ceci étant, il faudra revoir pour ceux qui ont des clubs de cette taille-là, amener un club top niveau, plutôt aller dans le premium, parce que les clubs clairement qui font 2000 mètres carrés, c'est pour faire du volume. Mais je te rejoins sur un point, et d'ailleurs quand tu disais c'est une dinguerie, nous chez Retail Squad, comme le dit son nom, on est des spécialistes du retail, et là où je trouve effectivement qu'il y a un paradoxe, c'est que si on prend la grande distribution alimentaire par exemple, il y a la tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire à réduire les surfaces, à aller peut-être plus dans les centres-villes sur des surfaces beaucoup plus petites. Donc là, on observe que il y a des acteurs du fitness qui prennent le contre-pied et ouvrent donc des supermarchés ou des hypermarchés du fitness. Clairement, clairement. Alors, moi, je pense que quand même, il y a un marché sur la petite surface, comme le font la grande distribution. Ils se positionnent en commerce de proximité, en fait. Et je pense que c'est un sujet qui est déjà passé par mon esprit, mais là, il faut revoir quand même le modèle économique et la prestation. Je pense que moins on met de gens dans un club, plus l'abonnement doit être cher. Donc c'est mécanique. Et effectivement, plus c'est grand et plus je peux baisser mon prix puisque c'est le volume. Mais je pense que le marché n'est pas mort pour les petites surfaces. En revanche, à mon avis, il y a vraiment, c'est une question de service là pour le coup. Si on essaye un peu de se projeter peut-être en dehors de la salle de fitness, parce que je sais qu'il y a aussi des enseignes et donc peut-être Magic Form qui se lancent dans cette diversification, quid des activités de type CrossFit, running, de trail? Est-ce que tu constates dans la clientèle une demande qui est de plus en plus importante d'avoir des solutions pour s'entraîner l'hiver, pour pouvoir adapter son entraînement outdoor avec des exercices de musculation ou autre? Est-ce qu'il y a un changement dans la population? Alors nous, on le fait déjà aussi du sport à l'extérieur. On amène nos adhérents dans les parcs quand c'est possible, puisque là encore, les mairies souvent sont pas trop d'accord. Mais on essaie de le faire. Mais concernant les sports, tu parlais de cross, il y a beaucoup d'activités qui sont éphémères dans le fitness, très à la mode, très demandées, et ça disparaît. Comme le power plate. Je sais pas si tu te souviens du power plate. C'était une révolution. Ça ouvrait comme des petits pains. Et aujourd'hui, PowerPlate, ça n'existe plus. Il y a beaucoup d'activités dans notre métier qui brillent et qui disparaissent. Donc, je considère le CrossFit dans la même. Il y a eu un effet de mode. Le petit studio, ça fait bien, ça fait classe. Aujourd'hui, nous, on les intègre dans le club, donc ça a c'est moins populaire d'année en année. Donc, je pense que la base, et c'est ce que j'ai toujours imaginé à l'époque en 2006. Je pense que l'essentiel, il est où? C'est la musculation, le cardio training. Et effectivement, on peut varier et s'adapter à la mode, à mettre l'activité qui marche. C'est bien de le mettre. Aujourd'hui, en fait, clairement, l'activité qui marche, il y a 2 activités qui marchent aujourd'hui. C'est la boxe et le yoga. Il y a 10 ans, le yoga, c'était has-been. Là, aujourd'hui, le yoga, c'est le top. Celui qui fait du yoga, c'est classe. Mais demain, on verra, ça sera peut-être la gym suédoise. Donc, effectivement, j'essaie de m'adapter à ces tendances-là, mais je les mets pas. C'est des tendances qui vont disparaître, qui vont évoluer pendant 2-3 ans, je pense. Hein. Il y a un côté éphémère. Il y a un côté éphémère, effet de mode. Oui, c'est effectivement aux États-Unis, on a des salles de cycling qui fonctionnent très bien. Ça a été tissé en France. Après, c'est aussi selon les pays. Aux États-Unis, ça marche très bien. C'est des studios de cycling. Ça cartonne en France. Il y en a eu un, je crois, à Paris, mais ça s'est pas développé comme certains l'ont pensé. C'est parce que le français a ses habitudes sportives bien particulières. L'anglais et les Américains, c'est différent. Donc, on peut s'intéresser effectivement lorsqu'il y a cet effet de mode de faire un petit studio. D'ailleurs, c'est très intéressant puisque c'est des studios, donc c'est assez facile à adapter nos clubs. Hein. C'est le cycling. Demain, ça va être autre chose. Donc, c'est assez facile. Mais aujourd'hui, clairement, dans mes salles de fitness, j'ai mis des salles de boxe.
Il y a 10 ans, j'avais 0 salle de boxe. Et demain, si la boxe plaît plus, j'adapterai cette salle à l'activité qui sera en cours. Christophe, je te remercie au nom de toute l'équipe Retail Squad de t'être prêté à cet exercice. Et juste pour terminer, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur Magic Form? C'est combien de clubs? C'est combien de coachs? Est-ce que tu as combien d'adhérents? Donc oui, non, Magic Form, c'est 70 clubs, c'est 250 000 adhérents. Il y a des salariés à l'accueil, des profs, évidemment. Magic Form, c'est des ouvertures à venir, quelques fermetures malheureusement, puisque c'est la vie de l'entreprise, des entreprises. Mais on a des projets, et si on arrive à revenir à avant Covid, on ouvrait 10 clubs par an, ce qui était pas mal, puisque nous, on a décidé de pas de lever fonds. On a été sollicité comme les autres. On a décidé, mon frère et moi, puisque mon frère Marcel est associé, d'être les maîtres du jeu sans investisseurs. Ça peut changer. Sur le sujet, on ferme pas les portes, mais pour l'instant, notre volonté, c'est de piloter notre entreprise comme on l'entend. Là, aujourd'hui, j'ai un projet à Fréjus qui se concrétise, à Montmorency, Villiers-le-Bel. Donc, il y a une activité qui revient. En tous les cas, nous sommes sollicités par des investisseurs, plutôt par des personnes qui veulent ouvrir leur entreprise. Et ça, on sait faire et on l'a prouvé puisque ça fait 17 ans qu'on est là. Et j'ai envie de dire, tout à l'heure je disais que j'avais 51 ans, et lorsqu'on voit le marché, je suis plus ancien en fait. En tête de réseau, lorsque je fais l'analyse, je suis le plus ancien dans le fitness. Donc ça me vieillit ça. Comme quoi, tu as les bonnes recettes apparemment. Apparemment. Des recettes qui durent. Merci Christophe. De rien. À bientôt. Merci Laurent.